En attendant, je vais juste poser ma question à moi. Je voulais savoir, on a beaucoup parlé de la... Il y a un micro qui... Voilà, de l'Île-de-France. Je voulais savoir si... alors, je suppose que c'est évidemment extrêmement prépondérant, mais si le phénomène, vous le remarquez aussi dans les autres métropoles ou dans d'autres endroits en France. Alors, moi, je me suis principalement centrée sur le marché de l'immobilier francilien, mais il est vraiment majeur. C'est le plus grand marché de bureaux en Europe. Et c'est vrai on a une très, très forte concentration des investissements en Île-de-France. Pour autant, en effet, c'est des logiques similaires hein, qui s'opèrent dans les autres métropoles françaises à moins d'échelle. Donc là, les chiffres du consortium de l'immobilier qui regroupe une start-up de l'immobilier et d'autres acteurs a évalué à 9 millions de mètres carrés. Alors, au dernier chiffre, c'était il y a un peu plus d'un an, le nombre les surfaces de bureaux vides. Donc, mais donc, comparé aux 6 millions de mètres carrés, voilà, mais on aurait 3 millions de mètres carrés de bureaux vides en plus Mais bon, ce qui est déjà énorme, on le voit bien autour, bien sûr, des gares, des nouvelles gares construites à Lyon, c'est très net, Rennes, Toulouse, enfin voilà. Donc, c'est aussi, bien sûr, des logiques similaires avec des cabinets aussi donc ces grands cabinets en immobilier, ils ont aussi des filiales locales. Alors évidemment, ils entrent davantage aussi en concurrence avec des cabinets davantage locaux qui opèrent à l'échelle plus locale. Mais on a bien sûr typiquement, ces grands cabinets de conseil, ils produisent des données pour les différents territoires, mais le groupement d'intérêt économique, en tout cas, il concerne la région Île-de-France. On a eu Imostat, là, ce groupement d'intérêt économique qui a été, donc on peut le voir, c'est Imostat, vous avez les données en ligne, c'est ce fameux groupement. Et à côté du groupement Imostat, c'est intéressant, ils ont réussi aussi à l'exporter à Marseille. Et bon, ça dit aussi des choses sur voilà, ces logiques de diffusion de la financiarisation dans notre espace, même si c'est parce qu'ils ont obtenu des accords avec d'autres consultants locaux, notamment la FNAIM, je crois. Mais donc oui, bien sûr, c'est des dynamiques qui opèrent à une échelle voilà, un peu moins... Très bien. Mais Alors, Céline, est-ce que cette fois, on va arriver à t'entendre? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, très bien. Oui. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était effectivement très intéressant et très instructif. Moi, la question que je me posais, c'était par rapport à la réversibilité des bureaux en logement. Alors, sur le papier, pourquoi pas. Dans la vie réelle, je me demande, d'ailleurs, en matière d'urbanisme, comment est-ce qu'on vit concrètement dans un quartier où il y a des bureaux, quelle est la vie autour de ces bureaux, parce que derrière il faut des équipements, des commerces, donc transformer des bureaux en logements, c'est pas si simple, et j'aimerais savoir si vous avez un retour par rapport à voilà des actions qui ont été envisagées là-dessus, et qu'est-ce que ça a donné concrètement? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est très rare en fait. Enfin, en tout cas, là, l'exemple d'immobilier réversible le premier exemple en fait, c'était le village des athlètes des Jeux Olympiques. Et en fait, l'idée, c'était justement avec cette idée de l'héritage, voilà, des JO héritage, ça a été en fait le premier voilà, outil pour expérimenter cette réversibilité. En pratique, en fait, c'est encore en fait assez peu mis en place en fait cette réversibilité. C'est pour ça que je me dis à quel point finalement ça va être vraiment beaucoup appliqué. Donc moi, je pense le souci, comme je dis, c'est encore cette idée de légitimer finalement la production de bureaux neufs au nom de la réversibilité finalement. Mais oui, en pratique, vous soulevez des questions, des points totalement enfin, très importants, quoi, qui sont
qui sont enfin, la question en effet des équipements autour. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au-delà de ces immeubles dits réversibles, parce que réversibilité, c'est ce statut aussi au-delà d'un immeuble qui est construit, qui permettrait de changer facilement d'usage. Il y a cette dimension juridique qui est ce permis de construire réversible. Mais en effet, plus largement, toutes ces opérations de transformation bureau-logement, c'est plutôt dans... C'est souvent quelque chose qui va freiner les municipalités aussi à faire ces transformations. Parce qu'évidemment, là, moi, le cœur de mon enquête, c'était surtout comment j'ai étudié en fait comment se façonne ce champ de l'immobilier financiarisé. J'ai pas fait une enquête par le bas, et d'ailleurs, parce que ma thèse était concentrée sur ce milieu des financiers. Mais évidemment, côté municipalité, il y en a qui ont intérêt juste à produire du bureau parce que du coup, il n'y a pas tous ces équipements à créer. Mais du coup, c'est dans le sens inverse, évidemment, ça pose vraiment question dans le cadre de ces transformations bureau-logement de promouvoir du coup des services adaptés. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, la résidence étudiante est souvent plébiscitée, au-delà de la forte rentabilité de ce placement pour les investisseurs. C'est aussi qu'il n'y a pas besoin de place de parking, il n'y a pas besoin d'école pour les élèves et les enfants et tout. Donc, c'est souvent quelque chose qui revient, comme le co-living. Donc, oui, vous soulevez une question importante. Mais le problème, c'est qu'en effet, c'est qu'on a créé des bureaux qui sont des actifs financiers qui sont trop grands, difficilement transformables. Et voilà. Merci Berkou. Alors, vous soulevez énormément de réactions puisqu'on a 5 mains levées et le chat qui s'enflamme. Donc, on va essayer d'aller un peu vite. Michel, donc, à toi la parole. Déjà, merci pour la présentation et pour le livre aussi que j'ai lu avec un grand intérêt. Il y avait plein d'éléments, on en avait un peu l'intuition, mais le livre a permis de vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Et ça fait quand même un petit peu mal. Alors, ma question était un peu liée à celle de Céline. Donc, c'était un peu la première partie de ma question. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus sur la question liée à ces transformations et au niveau de l'urbanisme et des urbanités. Mais il y a aussi au niveau architectural, parce que transformer des bureaux en logements, les bureaux, ce ne sont pas les mêmes largeurs de bâtiments, ce ne sont pas les mêmes hauteurs, etc. C'est très compliqué. On peut tout faire, mais à quel prix? Et donc, en réalité, le problème, il est là. C'est que si on voulait vraiment les transformer et vraiment y aller à fond, c'est trop cher. C'est trop cher. Ou alors, il faudrait financer, il faudrait y aller à fond, mais ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est bien sur le papier, comme disait Céline, c'est bien sur le papier, mais en réalité, voilà. Donc, tout ça, tout ce que vous avez exprimé là, très très bien, y compris dans la conclusion avec les gagnants, les perdants, et là, c'est clair. Là, on a bien compris. Et en fait, mon sentiment, alors je ne sais pas si on peut employer ces termes, mais c'est quand même, on frise quand même l'escroquerie un peu générale, cette financiarisation, avec un peu quand même la complicité de l'État, hein, parce qu'il simplifie. Bon, voilà. Il y a peut-être, je ne sais pas comment il faudrait faire pour arriver à transformer tout ça et mettre un frein là-dessus. Peut-être les archis, parce que c'est quand même pas possible. Il faut quand même taper un poing sur la table et dire OK, il faut arrêter un peu de dire n'importe quoi. C'est pas possible. Et puis de tout financiariser comme ça, c'est quand même un peu dur. Et puis quand on voit dans le livre, j'avais repéré le journaliste là qui avait commencé à critiquer et qui s'était fait, en particulier au niveau de la déontologie, et qui s'était fait remonter les bretelles par C'était un professionnel, ouais, c'était pas un journaliste. Mais oui, c'était un professionnel, ouais, d'accord. Mais d'un cabinet intermédiaire, pas dans les grands. Ouais. Pas dans les grands, mais qui se fait remonter les bretelles par justement les garants de la déontologie ou tout ça. C'est quand même un peu fort de café. Hein. Bon, voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Et la solution, on ne l'a pas encore, mais il faudrait quand même que tous ensemble, on essaie de trouver quelque chose. Parce que ce n'est pas possible. Hein, absolument. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Hein. Oui. Voilà. Merci encore. Merci, Michel. Chantal, on t'écoute. Oui, merci Marine. Moi, j'ai acheté dès que Samuel nous a parlé de votre livre, on l'avait
on l'a acheté, c'est effectivement la découverte d'un secteur particulier, mais tellement important. Voilà. Moi, j'arriverai à la fin, donc à vos solutions. Et notamment, vous parlez bon, j'habite Marseille, donc évidemment, je suis un peu plus méditerranéenne, et vous parlez de Barcelone, euh, dont je suis proche, enfin, du moins des urbanistes barcelonais, et de Madrid. Et je crois qu'effectivement, je vais, moi, m'empresser de les recontacter pour voir un peu comment on peut agir dans ce domaine. Voilà. En tout cas, bravo, c'était vraiment Mhm. très, très intéressant. Merci. Peut-être un petit point là-dessus sur Oui. Barcelone. En effet, alors du coup la logique sur Barcelone, en fait, merci déjà pour vos retours. Et Barcelone, en fait, ce qui se passe, c'est sûr, il y a eu Blackstone pour le coup, vu qu'il y a eu tout la crise immobilière a été beaucoup plus importante en 2008, enfin 2008-2009 en Espagne. Et du coup, ils ont été aussi, ils se sont beaucoup plus insérés, notamment Blackstone, qui est le principal propriétaire immobilier mondial, dans le rachat justement de ces immeubles voilà, hypothéqués. Quoi, et du coup, il y a eu une organisation beaucoup plus active aussi. Et nous, c'est pour ça aussi, c'est que je parle de ce... Là, on le voit avec du coup cette surproduction massive de bureaux. Bon, ça devient c'est quand même un sujet du coup d'actualité publique, mais pendant très longtemps, finalement, c'était quelque chose d'assez... Alors évidemment, là, les 6 millions de mètres carrés, on n'était jamais arrivé à ce point-là. Mais en fait, il y avait toujours Oui. des bureaux vides. Et en fait, c'était juste qu'on les masquait dans les comptes, tout ça, et que c'était pas un sujet. Et c'est aussi ça qui a fait la force pendant longtemps de ce marché. Parce qu'en fait, dans les années 90, ils le disent bien, hein, les compagnies d'assurance. Ah là là, mais le logement, je crois que je le cite un peu dans le livre, je ne sais plus si c'est dans la thèse ou le livre, mais je parle de cette idée qu'il fallait se désengager du logement, parce que droit au logement, parce que trop de réglementation. Et donc là, on voit qu'ils y reviennent, soit avec le logement intermédiaire, ces produits un peu hybrides de logement, mais ou l'hébergement, l'hôtellerie, tout ça. Mais donc ouais, c'est sûr que c'est des ramifications complexes. C'est pas toujours simple de savoir par quel bout le prendre. Tout à fait. Mathieu, la parole est à vous. Oh, merci. En fait, j'ai posé mes questions. C'était des remarques plutôt que j'ai posées dans les messages. Et Oui. après, on est parti sur le jeu. Non, j'avais juste une question concernant le phénomène de départ des grandes sociétés d'études qui quittent toutes, je parle des plus grosses sociétés d'études internationales qui quittent la défense pour aller s'installer dans le centre de Paris, dans le triangle d'or. Ouais. Quelles sont un peu les motivations? Pourquoi ce phénomène? En passant, on est assez curieux de voir que c'est des sociétés d'études et de conseil euh, qui quittent la défense. Voilà. Et je veux savoir si vous aviez une explication voilà, sur ce sujet, sur ce phénomène. Merci beaucoup. Merci pour la présentation d'abord. Voilà. Je voulais faire court, Merci. donc merci. Sur Merci. ce phénomène, c'est vrai que voilà, moi, évidemment, hein, l'idée n'est pas de dire dans ce livre qu'il n'y a pas du tout de phénomène. Il y a eu un peu quand même cette baisse le télétravail a joué un peu un rôle, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on voit hein, que les grandes sociétés, c'est le retour, hein, notamment se demandant du retour au télétravail, c'est aussi des grandes multinationales qui ont poussé aussi pas mal ça. Et il y a aussi probablement, alors là, j'ai pas fait une étude là-dessus, mais ce serait intéressant de voir aussi le lobbying pour le retour au travail, donc l'arrêt du télétravail qui a été poussé par des très grandes sociétés, notamment, je pense, pour ces questions, notamment immobilières. Hein. Mais en tout cas, oui, en fait, c'est juste, c'est des enjeux de centralité et puis aussi de prix et puis de rationaliser sa politique immobilière en baissant un peu, en se disant qu'on peut un peu baisser les surfaces disponibles et du coup, ce qui rend,
je suis peut-être imprécise, mais en tout cas, c'est quand même vraiment ces phénomènes de centralité qu'on n'observe pas que de cabinets de conseil, mais dans plein d'autres secteurs. Et puis, je pense qu'il y a ces effets d'entraînement aussi, quand une des sociétés commence à partir de la défense. Enfin, voilà, c'est tout ça fait des phénomènes un peu d'entraînement, quoi. Donc, ouais, c'est beaucoup ainsi sur cette besoin de plus de centralité. Les loyers restent très élevés dans Paris. Pour le coup, il n'y a pas du tout eu de phénomène de baisse des loyers dans Paris, enfin surtout Paris-Ouest, quoi. Donc voilà, c'est plutôt baisser un peu ses surfaces et privilégier du coup la centralité, je dirais. Voilà. Alors, je voudrais juste ajouter un petit mot et faire un parallèle avec la loi Pinel. Ouais. Pour moi, Oui. dans le résidentiel, on a le même phénomène dans le résidentiel avec la loi Pinel, ce qui fait qu'on est passé d'un produit d'habitation, un bien immobilier, à un produit de financiarisation, pardon, de défiscalisation. Et donc, on commençait à produire un produit financier et non plus un immeuble. Voilà, clairement. Euh, je fais le rapprochement avec vos pistes de réflexion quand vous dites qu'il faut arrêter et supprimer la financiarisation de l'immobilier. Je veux dire oui et non, parce qu'on a quand même besoin de capitaux d'un côté. Je parle simplement du Pinel en France et en Bretagne, le Pinel breton, ce qu'on appelle le Braze Pinel, qui fonctionne très bien. Il ne s'agit pas d'interdire la finance, il s'agit de la diriger. En Bretagne, c'est très très bien structuré par la région, ce qui fait que les promoteurs immobiliers qui sont arrivés pour faire du Pinel, on leur a dit très très bien, super, simplement vous en faites là, là et pas ailleurs. Et c'était très très encadré. Et pour la financiarisation des bureaux, le problème, c'est pas tellement comme toujours le principe, mais c'est la proportion. Et qu'à un moment donné, est-ce que ce non-cadrage à un moment donné, soit par secteur géographique, par exemple, je ne sais pas, je réfléchis tout haut, mais de cadrage géographique, de cadrage en termes de montant, en termes de, bon, je ne sais pas, enfin, des cadrages, pas des normes, mais des cadrages. Voilà. Oui. C'était juste une piste de réflexion Ouais. que je soumets à votre réflexion, voilà. Merci. Bah, en tout cas, donc je connais pas du tout le Brace Pinel, malgré le fait que je sois bretonne et que j'ai grandi en Bretagne. Euh, euh, mais, mais du coup, non, concernant du coup les actifs financiers, en gros, ce que je veux dire, pardon, fin de journée. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, en effet, je pense que en fait, malgré tout, en fait, je pense que ces dynamiques de financiarisation mènent quand même toujours à des processus à un moment ou un autre de bulle. C'est ce que j'essaie de te montrer, c'est que en fait, on se retrouve, par exemple, là, on a une surproduction de bureaux et on voit qu'en fait, finalement, maintenant, ça va être, il y a une tendance, on pense à une surproduction de résidences étudiantes. En fait, c'est la logique, enfin, là, pour le moment, on ne le voit pas, mais en fait, les Goldman Sachs, j'ai pu placer, il y a eu 1 milliard fait de placements là dans des résidences étudiantes privées cette année, d'investissement par des fonds anglo-saxons. Et en fait, on continue d'en construire alors même qu'on a le déclin. Enfin voilà, on est arrivé au point là où il y aura bientôt un déclin démographique, quoi. Et donc et du coup, bon, en effet, après c'est sûr que je suis d'accord avec vous que déjà de vraiment mieux fixer, en tout cas, des réglementations à l'échelle locale. Bah, notamment, ils ont un rôle essentiel, en effet, les acteurs locaux, les mairies, les collectivités locales pour empêcher, pour réguler vraiment cette production. Le problème, en revanche, c'est que je pense qu'il y a un double nez. Est-ce suffisant? C'est qu'on a, à l'échelle nationale, on va dire qu'on a au niveau de l'État central, on a aussi un État central et notamment ses administrations économiques qui continuent à poursuivre, à développer ce phénomène de financiarisation. Et du coup, on a, entre guillemets, aussi voilà, ces injonctions contradictoires. On voit, quand j'ai fait des entretiens au sein de la direction régionale de l'immobilier
de la DRIEAT, donc la Direction régionale de l'aménagement d'Île-de-France, où on voit donc il y a un outil pour la régulation des bureaux. C'est l'agrément constructeur. Donc tout promoteur immobilier qui construit de nouveaux bureaux doit demander en amont une autorisation. Et en fait, en pratique, elles sont presque toutes. Enfin, les rejets seront très rares. Et à partir du moment où un promoteur est capable de justifier qu'il va faire des logements à côté, que ça résout, parce que du coup, ce qui régit ça, c'est le SDRIF en Ile-de-France, donc le schéma directeur qui vise un peu à rééquilibrer les activités et les habitations en Ile-de-France. Et donc, finalement, les cas de refus sont très rares. Et donc, on voit qu'à l'échelle centrale, il y a aussi une sorte il y a cette idée il ne faut pas aller contre les investisseurs, c'est une logique d'attraction des investisseurs internationaux qu'il ne faudrait pas bloquer. Donc en fait, tant qu'il y a un peu, je trouve c'est aussi côté central toute cette logique finalement d'accompagnement de la financiarisation, c'est problématique. Donc mais en effet, je suis d'accord que déjà des bonnes réglementations à l'échelle locale permettent de limiter en tout cas ces dérives. Même si je pense, de mon point de vue, qu'il y a quand même un problème de fond, de considérer l'immobilier aussi comme un actif financier et de se dire pourquoi en fait, mais c'est un problème beaucoup plus large de la financiarisation de l'économie, le fait que les entreprises, on les a invités à se désengager de leur cœur de métier pour devenir simples locataires, voilà, toutes ces dynamiques-là plus larges. Oui, tout à fait. Merci. On va essayer de faire à la fois des questions et des réponses plus courtes pour arriver à embrasser un peu tout le monde. Donc, alors, Charles, on t'écoute. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Charles. Alors, on va prendre Jean-Marie en attendant que Charles se reconnecte. Oui, Jean-Marie. Non, je viens d'ouvrir mon micro. Très bien, alors vas-y. Je disais pas de chance parce que je n'avais pas l'intention de faire une question courte. Non, trêve de plaisanterie, merci bien sûr. Vous avez mis le doigt, parce que c'était l'objet de votre intervention, vous avez mis le doigt sur la financiarisation de l'immobilier de bureau. Bien. Vous venez d'ouvrir la porte, la vraie porte, c'est la financiarisation de l'économie, phénomène mondial qui est en train de faire perdre pied à tout le monde, puisque en fait, on ne sait plus où est la réalité. Donc, il y a ce côté-là que je crois qu'on doit un peu éloigner de notre discussion, puisque ça, on ne la maîtrise pas, on la maîtrisera peut-être par le vote, mais ce n'est pas sûr. Il y a la deuxième chose, qui est de savoir à qui ça porte préjudice. Est-ce que ça porte préjudice à l'organisation des villes? Et là, il y a déjà un premier argument qui est celui du temps, la temporalité des choses. Parce qu'effectivement, on raisonne sur 10-15 ans quand il s'agit bien sûr d'investissement et quand il s'agit de réalisation et de sous-occupation, etc. Mais en fait, la ville ne se transforme que de 1% par an, tout le monde sait ça. Ce qui veut dire que même si pendant 15 ans ça ne marche pas, il en reste 85, on peut espérer que ça va marcher. La deuxième chose, c'est qu'on est justement dans cette temporalisation trop courte, donc anormale, en regardant que les bureaux. On est à l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 70, 60, 70, 80, où on a transformé énormément de logements, en particulier dans les centres-villes, mais énormément de logements pour en faire des bureaux. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'on l'a vraiment regretté? C'est pas sûr, parce qu'on a adapté la fiscalité, on a fixé, comme vous venez de le dire, l'agrément, etc. Donc, ce qu'il me semble, c'est maintenant pour nous qui avons comme préoccupation d'organiser la vie des gens pour les 50 prochaines années, ceux qui viennent, parce que ceux qui sont là, ils sont déjà organisés ou pas. Est-ce qu'on doit les organiser en voulant combattre l'investissement privé? Mais on a vu que
partout ailleurs, quand on a fait que de l'investissement public, on s'est gouré aussi? Ou est-ce qu'on veut, au contraire, arrêter de s'occuper de l'affaire des autres et qu'on fasse la distinction entre ce qui est l'intérêt public et ce qui ne l'est pas? L'intérêt public n'est pas le logement social. Le logement social est une compensation par rapport à un marché. On admet l'économie de marché, mais on le compense en donnant de l'argent d'une autre manière, etc. L'intérêt public n'est pas obligatoirement de transformer des bureaux en logements qui vont coûter trop cher, etc., qui ne sont pas au bon endroit et compagnie, pour alléger la charge des propriétaires des fonds, etc. C'est cette notion d'intérêt public. Et je me demande si nous, les urbanistes, nous ne devons pas considérer que nous pourrions avoir une expression de cet intérêt public, et qui n'est pas réservé aux élus, qui n'est pas réservé aux philosophes, qui n'est pas réservé au monde politique, mais qui justement mettrait en scène ces logiques plus profondes, qui sont les logiques d'enracinement des populations, qui sont les logiques de durée des phénomènes, de renouvellement, toutes ces choses-là, qui bien sûr viendraient en plus de l'écologie, etc., etc. Voilà ce que je voulais apporter, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on parle d'enrichissement sans cause avec le foncier. Toutes les années 70, on a dissocié les entreprises et on a créé un foncier, on a fait monter le foncier par des investissements publics dont ont profité que les propriétaires privés, etc. Ça fait très longtemps que tous ces sujets sont là. Je ne crois pas que ce soit là où il y a la bonne solution. Il y a eu la phase des centres commerciaux aussi, on a tout dit là-dessus. Et on recommence à faire un réseau, en particulier à Paris bien sûr, mais pas seulement, un réseau de transport public performant qui valorise les territoires autour des gares sans avoir réellement protégé les valorisations des territoires. C'est plutôt de ça dont il faudrait qu'on se saisisse. Je me suis permis de revenir au sujet du thème de la SFU pour ce soir, et non pas bien sûr en critiquant votre livre et ce que vous nous avez dit qui est au contraire extrêmement instructif. Merci. Merci beaucoup, Charles. Je ne sais pas si ça amène une réflexion ou une réponse, Marine, sinon on prend d'autres. Oui, merci pour vos réflexions. Comme c'est difficile d'y réagir comme ça, je veux bien d'autres remarques, mais merci en tout cas pour vos réflexions. Oui. Alors, si j'ai le temps, j'avais quelques réflexions qui abondent au sein d'Étienne, Charles, donc on verra tout à l'heure. Mais pour le moment, la parole est à Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. Jean-Marie, que l'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Donc, on va passer la parole à Pascal. Bonjour, Pascal. Toi, on te voit, mais on ne t'entend pas non plus. Ah, ça y est. Et voilà. Merci pour cet exposé. Je n'ai pas lu votre livre et peut-être que donc la réponse que je vais poser va se trouver dans votre livre. C'est que dans les pistes de solutions ou les pistes à travailler, vous parlez de proposer ou d'imposer 30% de logements sociaux dans les immeubles. Est-ce que vous avez plus, je dirais, travaillé et affiné cette proposition? Parce qu'elle peut paraître intéressante, mais un peu compliquée à mettre en œuvre, surtout quand on sait quelle est la situation des bailleurs sociaux. Donc voilà, est-ce que vous avez un peu approfondi ce sujet de la part de logement social dans des immeubles de bureaux? Merci. Merci. En tout cas, non. Mais des expériences, en tout cas, à Paris, je sais que la municipalité, pour le coup, met pas mal en avant des opérations comme ça, où ils arrivent quand même à faire de la transformation, 30% de logements sociaux quand même dans les transformations de la résidence étudiante sociale. Donc c'est faisable. Pour ce qui est du financement du logement social, on pourrait, mais là il y a du travail aussi, ça peut
un autre outil de financement du logement social, ça peut être les niches fiscales, à la fin des niches fiscales pour les SIC, par exemple. Oui, en tout cas, ça a quand même le mérite d'essayer d'engager une discussion avant de transformer un actif financier en un autre actif financier de façon un peu frontale. Donc, il y a l'avantage, effectivement, de travailler la mixité sur ce sujet-là, bien sûr. Bien, merci. Alors, est-ce que Jean-Marie est revenu ou on ne te voit pas, Jean-Marie? Bon, toujours pas. Toujours pas de Jean-Marie. Alors, Thomas, on t'écoute, Thomas. Je crois, pardon, moi, Jean-Marie, je viens de l'avoir au téléphone. Je crois qu'il y a un problème de microphone. Ah ben oui, mais on le l'entend pas. microphone. Pardon? Bah, écoute, s'il veut poser une question par ton intermédiaire, il peut te le dire au téléphone. Et en attendant, on écoute Thomas. Tu as aussi ton micro coupé, Thomas. Oui, je vous remercie. Merci pour cette présentation, effectivement, qui était qui était passionnante pour moi aussi, parce que c'est un sujet que je connais peu, effectivement, que j'ai peu abordé jusqu'à présent. Effectivement, c'était passionnant pour ma part. J'ai appris plein de choses. Donc, je vous remercie pour cette présentation, c'est très instructive. Et j'avais une question aussi, mais je pense que vous avez un petit peu répondu au cours des diverses questions précédentes. C'était est-ce que l'État, avant 2024, était aveugle à cette situation-là, ou visiblement il a laissé faire, il était au courant, parce que j'ai cru comprendre au cours de votre présentation qu'il y avait une organisation l'ORIE, là, qui était en place. Est-ce qu'elle était déjà en place avant 2024? Comment ça s'est déroulé vraiment, ce phénomène-là? Ouais, merci. C'est très intriguant. Ouais. Donc, en effet, c'est difficile pour moi j'ai pas fait une enquête, je suis pas politiste et j'ai moins fait l'enquête par l'État. Mais par contre, en tout cas, évidemment, il y a différents échelons au sein de l'État, mais en tout cas, c'est sûr on va dire, si on reprend, il y a des logiques antagonistes au sein d'un État, les ministères de l'aménagement, de l'État qui peuvent être plus ou moins convergents à des moments donnés, évidemment, ensuite, en historique, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que en gros, le ministère de l'économie, il y avait cet enjeu, en tout cas dans les archives années 90, de faire de la place financière parisienne aussi une place attractive qui rentre dans la concurrence internationale, premièrement. Et deuxièmement, il y avait cet enjeu aussi de construire un parc immobilier de bureaux moderne. Et c'est un vrai enjeu aussi qui est souvent mis en avant pour notamment attirer les entreprises internationales. Voilà. Donc ça, c'est des arguments qui justifient, entre guillemets, cette construction de bureaux neufs. Savoir à quel point, du coup, ils étaient conscients de cette surproduction. En tout cas, je pense en interne, typiquement, quand on voit au sein de la DRIEAT, donc pour le cas de l'Île-de-France, où il y a cette régulation de la production, j'ai pu parler avec des chargés de données, d'études de données, du coup, au sein de ces qui font des études de données au sein de la DRIEAT, et qui était en fait, je me rappelle, j'avais publié un petit article dans la revue Métropolitique intitulé la fabrique très privée des chiffres sur le marché des bureaux. Et en fait, il avait vu mon article, ce chargé d'études, il m'avait dit, mais moi qui voulais, le directeur des études, pardon, et en fait, il avait dit, mais moi, j'avais pas du tout conscience de ces cabinets. Moi, je me disais qu'il fallait que ça servait à rien qu'on produise des données sur le bureau parce que c'était déjà produit par le privé et il y a le logement. Mais ça dépend. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des seins au sein de l'ORIE. Il y a des personnes qui savent très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des chargés, pour le coup, ce directeur des études, je ne suis pas en train de parler, il y a d'autres directions, ceux qui sont rattachés au préfet, mais le directeur des études avait une méconnaissance réelle de ce marché. Et je pense, mais ça vient en fait, on peut quand même l'inscrire il y a les travaux en sociologie de politique de l'ignorance qui montrent que, de fait, c'est une forme d'ignorance stratégique, le fait que l'État ne mette pas les moyens nécessaires pour qu'il puisse produire ces données. Donc lui, individuellement, il était peut-être totalement honnête à ne pas le savoir, mais de fait, c'est un choix politique de ne pas avoir créé des équipes statistiques dédiées pour produire vraiment de bonnes données de qualité. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est que je dis que c'est une politique de l'ignorance, il y a des travaux là-dessus qui est beaucoup plus structurelle, et donc, c'est ça, par exemple.
L'ORIE, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise, c'est créé en 1989 dans le cadre, parce qu'il y a eu une première suppression de l'agrément constructeur, même en 86, pardon. Et ensuite, ils le remettent finalement, parce qu'il y a une première crise de surproduction début des années 90. Et en fait, l'ORIE, clairement, enfin, il y a un déséquilibre très net des rapports de force entre acteurs publics et privés. Enfin, là, c'est dans mon livre, si vous voulez regarder, mais voilà, j'ai pas le temps de revenir sur tout, mais le président est toujours un directeur, un professionnel de l'immobilier. Le délégué de l'État à l'ORIE, il est très relié et il y a des intérêts un peu convergents, en tout cas, sans rentrer dans le détail, mais avec les professionnels. Donc, en fait, au sein de l'ORIE, clairement, il n'y a pas de gros blocage côté État. Par contre, il y a des collectivités qui interviennent et certaines sont un peu plus offensives. Donc, ça se joue à plusieurs étages. Et enfin, je voudrais dire que oui, bien sûr, la production de bureaux aussi, quand on voit Emmanuel Macron qui va inaugurer en 2024 quand même l'Arboretum, ça renvoie aussi au fait que, bien sûr, il n'est pas dupe de cette surproduction. Premièrement, c'est aussi pour essayer de relancer, parce que cet investisseur, il a fait 6 gros projets immobiliers. C'est Guillaume Poitrignal, le dirigeant qui était l'ancien dirigeant de Unibail-Rodamco, qui a créé Woodeum, cette société de promotion immobilière qui fait du construction en bois. Clairement, là, il y a eu un soutien de l'État d'aller inaugurer ce campus. Et deuxièmement, c'est aussi de l'emploi dans le BTP, c'est faire tourner. Voilà, il y a tous ces éléments qui font que l'État, évidemment, on ne bloque pas, en tout cas, vraiment cette logique, cette dynamique. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Je laisserai le mot de la fin à Samuel qui allait lever la main. Moi, j'avais juste une remarque. Je reviens un peu au début de votre exposé où vous avez exprimé cette idée de solution spatiale du capital en excès. Il me semblait finalement que dans la vieille histoire des villes, c'est un sujet quand même qui est extrêmement récurrent. Je pense que Venise est une solution spatiale d'un capital annexé à un certain moment, Haussmann également. Voilà, donc finalement, dans la grande histoire de l'urbanisme, on a toujours su capter finalement le capital annexé pour améliorer les villes. Donc la question quand même qu'on peut se poser, c'est comme on est un peu au milieu du gué, là où on a du coup beaucoup de mètres carrés à disposition, mais qu'on n'a pas encore trouvé vraiment en quoi ils sont à disposition. C'est vrai que dans le passé, ça s'est passé un peu différemment, mais finalement, pour rejoindre Charles, je pense que Haussmann n'avait pas mis à disposition des bureaux. Or, les logements ont été transformés en bureaux, puis encore en logements. Bon. Donc, je crois que ce sujet de la réversibilité, il est vraiment essentiel et il n'est pas fini. Il est vraiment pas fini. Je sais qu'aujourd'hui, dans le tas des normes et des règlements actuels, on ne peut pas beaucoup transformer les bureaux en logements, mais on n'a pas fini la démarche. Et j'avais également une autre remarque parce que finalement, spatialement, peut-être que la France s'est quand même assez bien organisée, parce que je développe mon propos. La défense, qui cristallise un peu tous ces débats, a toujours été organisée pour être autre chose qu'une ville. Elle a été créée pour mettre en valeur l'industrie électromécanique dans les années 50 avec le CNIT. Donc c'était déjà une vitrine industrielle et commerciale. Ensuite, l'État a beaucoup fait pour amener les banques sur la défense qui ne sont jamais venues. Donc, les banques sont toujours restées au centre de Paris. Donc, cette vitrine, finalement, elle ne s'est pas laissée faire. Et effectivement, aujourd'hui, on a vu la skyline là évoluer très, très vite en 10 ans. C'est devenu le réceptacle des bureaux. Mais finalement, je me dis que heureusement, parce que il y a des villes, quand on voit qu'à Londres, ils ont construit 400 tours partout, c'est une dissémination des bureaux qui est peut-être finalement moins malléable que ceux qu'on a fait à Paris. Voilà, donc je ne sais pas comment répondre à toutes mes questions, hein. Je n'appelle pas de réponse d'ailleurs. Mais je me dis que, enfin, la première question, si j'en ai une, c'est est-ce que dans le cadre de votre thèse, vous avez également regardé si dans le passé, il y avait eu des périodes qui pourraient être assimilables à celle que vous nous décrivez aujourd'hui. Voilà, ça sera ma question.
Ici, sur les périodes, bon, non, ma thèse commence à fin des années 80, mais il s'est passé une logique presque similaire dans les années 90, qui a été le début de la financiarisation. Et ces périodes de crise sont toujours des moments où se reconfigure, où finalement, où là, en tout cas, où la financiarisation s'est approfondie, puisque voilà, on a eu notamment, voilà, il y a ces enjeux de valorisation des immeubles qui restent fictivement élevés, qui bloquent des transformations de bureaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90 avec des acteurs internationaux qui essaient de revenir à la charge pour racheter du coup à bas coût ces immeubles dévalorisés, en refaire de nouveaux projets. Mais après, pour le coup, vous avez donc dans le livre de Antoine Guironnet et Ludovic Albert sur l'empire urbain de la finance, ils reviennent en tout cas plus sur cette histoire, on va dire, du financement des villes, en tout cas pendant Haussmann et tout. Voilà. Mais je n'ai pas. Ouais, ils reviennent là-dessus, en tout cas, dans les années, sur la période au 19e siècle, quoi. Frère Pereire, tout ça. Merci beaucoup. Et Samuel, donc, il est 19h30, donc on te laisse la question de la fin. Ah, on ne t'entend pas, Samuel. Et on ne te voit pas non plus. Ah ben, décidément. Oui, il y a un problème de... Il y a un problème général, sa question, sinon. Ah, problème de caméra et de micro, ouais, il marque. Bon, écoute, est-ce que tu veux poser une question dans le chat, Samuel? Je vois que tu y as pas mal participé. Il l'a fait, tu peux nous la lire? Je peux la lire, moi, parce que je la vois. Ouais, vas-y. La Société Générale a quand même 2 tours à la Défense et AXA une autre tour. Voilà. Il répond sur le problème des banques. Et il me dit, j'ai un problème de caméra et de micro. Bon, voilà, mais je crois que le problème de la caméra et du micro, Laurent, est général, je pense. Ah non, je pense qu'il n'y a que 2 personnes qui sont concernées. A priori. Je l'étais, moi j'ai passé mon temps à remettre mon micro. Non, mais moi ça va. Il y a Samuel Vargas est en train d'écrire là, hein. Voilà. Oui. Là, il dit l'argument de l'emploi, en général, un emploi par 20 mètres carrés, est-il mis en avant par les experts pour valoriser les bureaux auprès des élus? Ah oui. Ça, pour le coup, l'argument de l'emploi, oui, en effet, ça, alors c'est un emploi par 20 mètres carrés précisément. Je ne sais pas s'ils utilisent ce chiffre, mais bon, je ne peux pas vous répondre précisément vu que j'ai pas fait j'avais fait quelques entretiens au début avec des élus, mais en effet, voilà, c'est sûr qu'il y a la perspective potentielle des emplois, clairement, qui arrive quand ils construisent. Le fait de ne pas avoir à construire de nouveaux services, voilà, comme vous avez dit, de nouveaux services pour les habitants, ainsi que espérer attirer potentiellement des cadres supérieurs, des taxes professionnelles. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Mais en effet, c'est un argument pour les élus, en tout cas, la question de l'emploi, oui, complètement. Très bien, écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Donc, encore un immense merci, Madame Duros. Et comme je le disais, c'est un sujet voilà, qu'on a vraiment approfondi ce soir et c'était fantastique de vous entendre et de débattre à la suite. Je pense en tout cas que tout le monde, en tout cas ceux qui ne l'ont pas fait, ont vraiment envie de découvrir votre livre. Donc, je rappelle qu'il s'appelle Immobilier hors sol, comment la finance s'empare de nos villes. L'éditeur, c'est... je me souviens Raison d'agir. Voilà, Raison d'agir. Voilà, donc je pense que vous pouvez foncer dans votre librairie préférée. En tout cas, Madame Duros, donc la présentation et le débat seront mis en ligne la semaine prochaine, je vous avertirai. Et vous êtes toujours la bienvenue à la Société française des urbanistes. On a toujours énormément de plaisir à accueillir les chercheurs et les chercheuses. Qui ont d'ailleurs un collège dédié dans la SFU, donc vous pouvez aussi adhérer avec grand plaisir. Okay. Voilà, et donc écoutez, en tout cas, on sait à qui s'adresser maintenant pour travailler encore sur tous ces sujets. Je
pense que ça éveillera encore beaucoup de réactions. Et si on a quelques suggestions à vous proposer, ben, on n'hésitera pas à vous recontacter. Et n'hésitez pas, à l'inverse, si vous voulez partager encore des travaux avec nous, ça sera avec grand, grand plaisir. Voilà, Merci beaucoup. C'était un vous plaisir remercie également. à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et, Bonne... et à très Au revoir. bientôt. Au revoir. revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.